Talibé, donc on reste sur l'armée, hein, comme on le disait depuis le début, qui célèbre son 64e anniversaire. C'est important de revenir sur ce pan du discours du colonel, donc qui évoque la transition qui a démarré le 5 septembre. Et pour lui, cette transition s'est donnée comme vocation historique. Donc je lis un pan de son discours. Donc sous la houlette du CNRD, cette transition s'est donnée comme vocation historique de transformer fondamentalement l'État afin de mettre un terme aux transitions politiques dans notre pays. C'est pourquoi nous avons opté pour la refondation totale de l'État, qui se traduit, voilà, c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, M. Barry, qui se traduit, cette refondation de l'État, par la restructuration et la moralisation de l'administration et de la gestion publique, par la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice, par la lutte contre la corruption et le pillage des ressources naturelles, par la consolidation de l'unité nationale en vue de l'instauration d'une véritable démocratie fondée sur des valeurs, le respect des libertés publiques et des droits humains. Oui, c'est un tableau. Quand je lis liberté, respect des libertés publiques, voilà, ça me fait écarquer des yeux. Oui, on pourrait dire le respect des libertés publiques lorsque... Et des droits humains. Et des droits humains, en tout cas des libertés publiques, lorsque celles-ci, certainement, n'entachent pas ce que certains appellent l'agenda du CNRD qui vise à permettre à la junte de passer plus d'années que nécessaire au pouvoir. Ouais. Aujourd'hui, l'un des exemples de ces libertés bridées, c'est bien l'interdiction des manifestations. Ouais. Dans une démocratie, les citoyens doivent avoir la liberté de s'exprimer par des manifestations de rue encadrées et au lieu d'une interdiction systématique de ces manifestations, ouais, jusqu'à nouvel ordre. L'une des conséquences, c'est justement le souci des Guinéens d'exprimer cette liberté qui vaut à certains de ces Guinéens, à certains fils de ce pays, de mourir parce qu'ils ont voulu exprimer cette liberté. Bien. En ce qui concerne justement cette séparation des pouvoirs ouais, et l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice. C'est une indépendance qui est à questionner aujourd'hui, ouais, au regard notamment de tous les à peu près qui entourent, par exemple, le travail d'une institution importante comme la CRIEF, ouais, mais dont on se demande aujourd'hui quelle est justement sa méthodologie, quelle est sa démarche. Est-ce qu'elle recevrait des injonctions visant à ne mettre en prison que des acteurs politiques dont on pense qu'ils pourraient être une sorte de menace à l'agenda du CNRD. Ouais. Donc cette indépendance de la justice, elle est à questionner. Ouais. Aboubacar, aujourd'hui, cette transition, lorsque le colonel rappelle que quand un peuple en tout cas, quand le peuple est opprimé par ses élites, par ses élites, il appartient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Oui. Donc, une manière de dire que l'armée ne fait pas partie de ces élites. Oui, alors que l'armée... Parce qu'il a bien paraphrasé. Oui. Et c'est là-dessus qu'on peut être d'accord avec lui parce que il y a une restitution exacte de cette phrase, de l'affirmation de ce leader patriote africain. Le colonel a bien fait de le paraphraser in extenso. Quand le peuple est opprimé par ses élites, c'est important. Parce qu'il n'y a pas que l'élite intellectuelle ou civile, il y a l'élite militaire. Bien entendu. Pour parler d'élite militaire, quand on fait un focus sur l'historique de la Guinée, et il faut rappeler que l'armée guinéenne qui aujourd'hui célèbre ses 64 ans, fut décapité sous la Première République. Est-ce que vous voyez Aboubacar? Oui. C'était la milice populaire créée par Sékou Touré qui avait supplanté en quelque sorte cette armée. Donc les militaires, ils étaient là dans leur caserne, ils n'avaient même pas de treillis. Certains même étaient dans ce qu'on appelle les tapettes, là, ou pet-pet, ouais, en langage courant. Maintenant, la reprise, comment dirais-je, suite au décès de Sékou Touré, quand l'armée a pris le pouvoir, c'est en ce moment que, disons, elle a tenté un peu de se refaire une santé. Mais malheureusement, en 1985, le peu qui restait de cette élite aussi fut décimé. Et c'était lors du fameux coup Diarra à Kindia. Ouais. Donc Conté est resté entouré en fait
de ceux qui avaient survécu à cette purge. Ouais. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons toujours des problèmes. Certains même considèrent l'armée guinéenne comme le grand corps malade de l'État guinéen. Parce qu'une armée décimée dès au départ, ensuite en 85, on a toujours du mal à la reconstituer. Bien. Et vous avez vu, quand les Dadis ont pris le pouvoir, pourquoi Dadis a pris le pouvoir? C'est parce que il n'y avait pratiquement pas de gens ici. Oui, mais de toute façon, c'est qu'il faut questionner aujourd'hui. Cela fait, en tout cas, en ces temps modernes, cela fait la 3e fois que l'armée prend le pouvoir à Guinée. Il y a eu le CMRN. Il y a eu le CNDD et nous sommes aujourd'hui avec le CNRD. Nous sommes donc, avec le CNRD. C'est important, en regardant ce qu'a été l'action de l'armée à l'occasion de toutes ces trois transitions, c'est important aujourd'hui de se poser la question de savoir que vaut cette armée à la tête de l'État. Quelle est la gestion qui est la sienne du pouvoir? Est-ce que désormais l'armée peut être est crédible? L'armée est crédible pour invoquer des raisons n'importe lesquelles pour en tout cas motiver la prise du pouvoir. Est-ce qu'elle est à la hauteur? Est-ce qu'elle est à la hauteur des attaques? L'armée n'est jamais, en tout cas dans un pays normal, n'est jamais qualifiée pour prendre le pouvoir. L'armée républicaine, dans le sens propre du terme. En revenant à cette partie du discours du colonel, si cette armée, quel que soit le pays du monde, si elle est républicaine, et elle constate que justement que le peuple est opprimé par ses élites civiles du moment, ce qu'elle peut faire, c'est d'intervenir, d'arrêter cette élite-là et de remettre le pouvoir tout de suite à une autre élite civile. Bien. Et de ne pas s'éterniser au pouvoir. Et qui est qualifiée de conduire le pouvoir dans d'autres pays. Quand les gens sont pris en flagrant délit d'oppression du peuple ou de, je sais pas, de comment on peut appeler, de trahison d'État ou autre chose, on l'enlève. Eh bien, les lois disent que si tel n'est pas là, c'est l'autre qui lui succède. On laisse le pouvoir à notre civil qui continue et voire même qui peut organiser des élections. Mais pas mettre l'armée à la place, justement, se mettre à la place, je veux dire, de l'élite civile. Si on Il y a regarde... quand même des réalités ailleurs qui nous enseignent cela. Bien, mais sauf qu'en Afrique, et comme je l'ai dit, l'armée est conditionnée puisqu'elle s'est embourgeoisée, parce qu'elle ne va pas tant au front et qu'elle n'est pas tant occupée. Bien. Là où je suis d'accord avec l'autre auditeur tout à l'heure. Donc elle s'embourgeoise, elle squatte le pouvoir et donc elle se conditionne à attendre justement cette brèche qu'elle prend comme élément de langage pour s'emparer du pouvoir. Comme motivation principale. Au lieu d'arrêter les oppresseurs et les enlever et mettre à la place d'autres civils habilités à conduire les actions de l'État. Bien dit. Oui, Mamadou Dian. Si on questionne le bilan des comtés, des Dadis, de Konaté et de Konaté, ça revient à dire que cette armée n'a pas le mérite de gérer, de diriger. Maintenant, mais cela ne veut pas dire qu'un militaire n'est pas un bon dirigeant. Parce que si vous faites le bilan de tous les chefs, et c'est là-dessus que c'est important, c'est là-dessus que c'est important que cette transition réussisse. Et pour que l'armée guinéenne, en tout cas l'élite militaire guinéenne, redore son blason terni par le passage de l'armée à la tête de l'État guinéen lors du pouvoir du CMRN, mais aussi du CNDD dans sa double version. C'est important parce que si cette élite qui est aujourd'hui incarnée par le colonel Mamadi Doumbouya, cette élite militaire, par le colonel Amara, Sadiba et autres, parce que ce sont véritablement des militaires très bien formés, bien instruits. Mais si cette élite militaire échoue, pour ma part, ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe pour l'armée. Je voudrais ajouter que les meilleurs... Raison pour laquelle elle doit, et cette élite qui est à la tête du pays aujourd'hui, cette élite militaire, elle doit tout faire pour ne pas décevoir. Depuis que le monde est monde, ce sont les militaires qui ont toujours été les meilleurs dirigeants. Parce que même quand vous prenez... C'est pas le cas en Guinée. Non, je ne parle pas de la Guinée. De Gaulle, il était... En Égypte. De Gaulle, il était... L'Égypte a été dirigée par des militaires éclairés. Bien entendu. Sadat, ainsi de suite, Gamal. Qui ont fait des meilleures écoles anglaises et autres. Donc ça veut dire que le militaire, il peut être un bon dirigeant. Pourquoi? Parce que dans l'armée, toute question a une réponse. C'est des stratèges. Bien. Maintenant, le cas guinéen, les gens, comme l'a dit Mombo,
se sont embourgeoisés. C'est pourquoi Frantz Fanon, l'apôtre de la révolution africaine, qui avait même inspiré beaucoup de leaders panafricains, même Sékou Touré, parce qu'il venait en Guinée, il avait dit que quand les généraux s'habituent à être dans l'antichambre des présidents et de la bourgeoisie comprador, finalement, ils finissent par prendre goût au pouvoir et il y aura des coups d'État. Il avait prédit ça avant de mourir en 1961. Et après, vous avez vu, il y a eu les putsch au Togo, les Eyadema qui avaient tué, Sylvanus Olympio. Mais quand ils l'ont tué, ce n'est pas eux qui avaient pris le pouvoir parce qu'on leur a demandé, vous avez maintenant assassiné le président. Quel est votre programme? Bien. Ils disent qu'ils n'ont aucun programme. Donc il a fallu qu'on amène le beau-frère de Sylvanus pour prendre le pouvoir jusqu'en 67, le temps pour Eyadema de reprendre maintenant le pouvoir. Voilà Kebendi. Talibé, voilà, c'est le dernier pas. À l'occasion de cette fête anniversaire de l'armée, le colonel a élevé plusieurs personnalités militaires et civiles à divers rangs dans l'ordre national du mérite. Si je prends le cas des religieux, il y a Elhadj Mamadou Salou, le grand imam. Il y a aussi Monseigneur Vincent Koulibaly, Monseigneur Jacques Boston, qui est archevêque de la province interne de l'église anglicane de Guinée, d'autres personnalités aussi comme Adja Aïchaba, et Elhadj Djeriba Djabik, ambassadeur de la paix, et aussi Elhadj Cheikh Souleymane Sidibé de Kankan, religieux, aussi des artistes comme Bintala Lisso, etc., des hommes de plume comme Elhadj Diallo Souleymane, etc., etc. Voilà, c'est important de le dire, sans oublier aussi tous les récents généraux qui se sont vus bombardés du titre de grand officier de l'armée guinéenne. Oui, Aboubakar, avant de parler justement de ces nominations... Sans oublier Bintala Lisso, il y a Abdoulaye Saoupit, Abdoulaye Saoupit Kamara, alias Brakassi. Oui, bien sûr. Oui, on l'a dit. Avant de parler de ces nominations, il est vrai qu'on a fait le diagnostic de ce visage mitigé de l'armée en termes d'armée répressive, mais aussi d'armée qui a quand même ses lettres de noblesse à travers toute sa lutte ailleurs, mais aussi pour l'intégrité du territoire. Mais Aboubakar, aujourd'hui, quel est le diagnostic réel de la capacité de notre armée à faire face, la capacité opérationnelle, à faire face aux menaces exogènes de l'intégrité du territoire de notre pays? Parce qu'Abouakar, quand vous prenez aujourd'hui, moi je me pose bien des questions sur l'armée de l'air. Est-ce qu'aujourd'hui la Guinée a justement les équipements militaires aériens qu'il faut pour défendre l'intégrité de notre pays? Cela relève du secret d'État. Oui, je me pose des questions. Non, c'est un secret. Non, il se pose des questions. On ne va jamais être sûr. Mohamed, ce que je veux dire. Vous ne m'apprendrez rien. Non. Je suis responsable. Tu poses une question. Je veux dire que c'est un secret d'État. Tu ne sauras pas. C'est ce que je veux te dire. D'accord. Voilà. Mais la question vaut d'être posée. Elle vaut d'être posée, mais elle n'aura pas de réponse parce que c'est un secret d'État, évidemment. Aujourd'hui, est-ce que nous avons... Non, ce qu'on sait, le colonel l'a dit, et la solde militaire a été révalorisée, la dotation, les dépenses militaires, en fait, ont été augmentées, ont été portées à un niveau important depuis que le colonel est là. Il a évoqué la reconstruction des camps militaires, des casernes, beaucoup de chantiers, la formation, qu'est-ce que je vais dire, ajouter, il a annoncé un recrutement important, un vaste recrutement de jeunes diplômés dans l'armée, ça va se faire. Mais ce que Talibé pose comme question, c'est la question de la loi de la programmation militaire 2022, bien entendu. Mais la question de l'équipement et ou de l'armement de l'armée, ils n'ont pas d'équipement. C'est important. Absolument. C'est important. Donc aujourd'hui, de poser la question à l'heure de cet anniversaire, il faut s'interroger. À l'heure surtout des menaces multiformes. Des menaces multiformes. Aboubakar, attention. Cette armée de l'air, est-ce qu'elle est suffisamment équipée aujourd'hui pour nous protéger? Il y a un problème. Est-ce que sous cette transition, faut-il prioriser, je veux dire,
l'équipement ultra moderne et tout de cette armée, ou est-ce qu'il faut prioriser, comme on le dit, un petit effort. Les équipements militaires, c'est des centaines de millions d'euros. Donc, est-ce qu'il faut mettre tout l'argent là-bas sur cette transition, ou est-ce qu'il faut plutôt prioriser? C'est parce que nous disons, attention. Je ne circonscris pas mon diagnostic à la transition. L'État, c'est la continuité. Oui, ça fait 64 ans. Et la question de l'aptitude de notre armée à défendre avec les moyens qu'il faut l'intégrité ne se pose pas en termes de transition. Aujourd'hui, on se demande, est-ce que nous avons les moyens... Tu as la réponse à la question que j'ai posée par rapport au fait que cette armée, depuis la Première République, avait été décimée. Conté est venu, il n'a pas pu mieux la réhabiliter. Et en termes, par exemple, de flotte maritime armée, est-ce qu'on est suffisamment équipé, même pour tant de questions. Donc aujourd'hui, je pense que... Mais là, finalement, c'est un plateau spécial. C'est un plateau spécial. La réponse est que c'est non. Mais combien coûte un hélico, un seul? Pendant ce temps, un petit mot. Le ministre de la Défense, là, je dois fermer ce sujet. A dit ici dans Mirador qu'il faut au moins 30 millions de dollars pour avoir un hélico pour l'armée. Et on sait que le budget de l'armée ne peut pas couvrir Talibé, tu fais tellement bien de poser la question. Parce que ça nous amène, ça doit amener aussi la CREF à regarder du côté de la gestion qui a été faite du budget de l'armée, sous Alpha Condé notamment, depuis 11 ans. Quelle utilisation en a été faite Depuis Conté. A été faite. Attendez. Depuis Conté, il faut questionner la gestion de l'intendance militaire. Non. Il faut de Conté à Condé. Pas d'Alpha Condé seulement. Non, ça sur les 10 années, sur les 10 dernières années, ou sur le règne d'Alpha Condé, parce qu'on imagine que l'État a fait des efforts quand même. Mais le constat implacable, c'est que le budget de l'armée a toujours été mal géré en Guinée. Abaka, pendant ce temps... Il faut que la CRIEF, qu'on encourage la CRIEF à regarder de ce côté à Kumba. Demandez-vous, puisqu'on parle de l'armée, quel est le traitement des policiers? Ceux qui travaillent sur le terrain. C'est la police qui travaille. La police est misérable. C'est le parent pauvre. La police est misérable. Allez les voir. Miséreuse. Mais, Abaka, on parle de l'armée, mais c'est un secteur aujourd'hui abandonné. Et pourtant, c'est la police qui travaille sur le terrain. Mais quel est, en tout cas, le traitement? C'est la police qui fait le maintien d'ordre? Quel maintien d'ordre? En principe. Oui, en principe. C'est la gendarmerie ici. Elle joue pas son rôle, malheureusement. Elle ne connaît pas la loi. Elle joue pas son rôle. Le maintien d'ordre. Elle joue pas son rôle. Mohamed, il faut faire... Je vais placer mon mot rapidement. Faire le parallèle entre ce que perçoit un sergent, gendarme, militaire et policier. Merci, j'ai 1 minute pour fermer ce sujet, s'il vous plaît. Allez-y, Akoumba et Mohamed. Oui. Chacun a 30 secondes là. Allez-y. Le maintien de l'ordre public en premier degré, c'est la police. Ensuite, la gendarmerie. Ensuite, association police-gendarmerie. Et en dernier lieu, l'intervention de l'armée. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que l'armée n'est pas que mauvaise. Défendre l'intégrité du territoire national est un sacrifice. Maintenir la paix à l'intérieur de nos frontières est un sacrifice. Travailler tous les jours à s'informer sur les plans de ceux qui projettent des agressions à partir de l'extérieur est un sacrifice. Je pense que ce sacrifice doit être maintenu, encouragé. Parce que ces militaires-là, en tout cas dans l'armée, ils vivent pour que... ils offrent leur vie pour que nous vivions tranquilles. Mais dans le cas de la Guinée, l'armée est devenue comme un Toumba Diakité. C'est un bouc émissaire, c'est une personnalité morale sur laquelle... C'est l'accusé parfait. Merci de m'avoir permis de me résumer. Et je pense que... on devrait redéployer l'armée sur d'autres secteurs. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique représentent un pays puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte armée. Il y a une armée scientifique qui est très présente. Il y a une armée économique qui est très présente. Il y a une armée qui contrôle... Bonjour au navire pour ne pas être... Merci. Alors, je pense qu'il faut redéployer l'armée sur d'autres secteurs. L'armée qui fait partie des 5 meilleures armées de la D'accord, sur d'autres secteurs. Classement. Oui. Quel classement? Secret défense. Je peux conclure? Oui, je peux conclure? Bien. Je pense qu'il faut redéployer l'armée guinéenne sur des unités
productrice de biens et de services. Et le colonel l'a promis cela hier. Ouais. Oui, le colonel promet toujours. Je pense que le problème aussi, c'est de passer mais à il est plus concret que le vieux, attention. Quel vieux? Bien sûr. Quel vieux? Je t'assure qu'il est plus concret que le vieux. Quel vieux? Non, mais attendez quand même. Ah, mais quel vieux? Mais Alpha Condé, mais bien sûr. Ah oui. Il est plus concret que C'est ce qu'on a envie de dire. C'est mon point de vue. Sérieusement. Bien sûr. Moi, je ne me. Mais mon point de vue. Oui, qu'on respecte. Ne me lapidez pas ce matin. Qu'on respecte. Bien, pour en terminer. Ce vieux est venu au pouvoir à travers les urnes. Bien. Avocat, moi, je ne me retrouve pas et je ne suis même pas. Vous dites? Vous savez que je n'ai pas conclu? Ah non, ok, faites la conclusion. Allez-y. D'accord. Alors j'aimerais dire qu'autour de ces présidents-là, des présidents que nous avons eus, sur lesquels nous avons un droit de critique, donc un droit de regard, parce qu'ils doivent être pour nous, tout comme nous sommes pour eux. Ouais. Aux côtés de ces militaires que nous accusons là, il y a des civils qui sont les pires, qui pensent qu'ils sont les seuls intellectuels autour du chef, qui lui inculquent des idées pourries, qui ne voient pas au-delà de leur ongle et qui pensent à faire le savant auprès des chefs. La vérité et puis ils nous font tourner en rond. La vérité, comme ça, ils humilient le chef à la vérité, l'entourage du colonel Doumbouya n'est pas bon. Allez-y. L'un des domaines où l'armée, en tout cas les hauts gradés se sont illustrés, c'est l'enrichissement illicite. Sous Lansana Conté, pendant le CNDD, sous Alpha Condé, et même maintenant Aboubakar, maintenant, les officiers supérieurs autour du colonel, ils sont dans cet exercice d'enrichissement illicite. On est au courant des acquisitions immobilières qui se font de gauche à droite et de dessous de table des enveloppes qu'ils reçoivent pour des nominations. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on ne peut pas. Le colonel, il est tout seul. Il est tout seul, les autres ils sont pas dans son esprit en fait. C'est ça le problème. C'est ça, voilà. Malheureusement, les faucons, il est impuissant face à toute cette organisation mafieuse qui s'est constituée autour de lui. Abaka, c'est le colonel qui choisit son avis. Il n'est pas blanc. Maintenant, je vais terminer. Attendez, Licon, seul ici, mais je peux rien du tout. Mais il a fallu que vous soyez tous là et que je sois encadré. Et que chacun y mette du sien. Non, mais non, attendez. Le colonel a le pouvoir de décret. Non, il a choisi ses collaborateurs. Non, ça se passe pas comme ça, monsieur. Il y a une sorte de fracture. Il y a une sorte de fracture visionnelle entre le colonel et ses collaborateurs. Je vais vous dire, avocat. Le colonel a mis de l'ordre déjà à la présence. Moi, je vais terminer par l'armée. Vous savez, lorsque les politiques échouent, l'armée doit nécessairement venir au pouvoir. Et ce que vous ne savez pas, comment ça nécessairement lorsque le politique a échoué, que le 5 septembre est arrivé. Les 3 dernières années d'Alpha Condé, c'était de l'échec. Oui, ça n'allait pas. Oui, il faut être objectif. Ça n'allait pas. J'espère que Vicky va capter ça aujourd'hui. Les 3 dernières années, ça n'allait pas. Alpha ne gérait pas. J'espère qu'il va épingler tes. Mais je me suis toujours assumé d'un peu de position. Il s'est énergisé. Non, je vais venir. Donc d'où la justification du 5 septembre. Les 3 dernières années d'Alpha Condé au pouvoir. Donc le coup d'état était justifié. Cela ne marchait pas. Le coup d'état était. Le coup d'état du 5 septembre était-il justifié? Je ne réponds pas à cette question. Je dois juste dire que les 3 dernières années, le pouvoir n'était pas vraiment dans de bonnes mains parce que Alpha ne maîtrisait plus la situation. Il était entouré de faucons. C'est ce qui se passe aujourd'hui autour du président Doumbouya. Vous savez que même des faucons à la présidence avaient dit au président de ne pas accepter les 2 ans. Ils avaient dit non, tu ne peux pas accepter les 2 ans. Mon colonel, tu fais bien de le dire. Ils peuvent rien. C'est la CEDEAO, continuons. Heureusement, fort heureusement, aujourd'hui, sur la question de la durée, au niveau de la présidence, on a réussi à dompter, à neutraliser ces faucons. Ces faucons sont domptés. Parce qu'il y a des faucons qui ont nommé les directeurs DPA, il y a des faucons qui ont nommé des ministres, il y a des faucons qui ont nommé dans les ambassades. Ça dit chacun a ses cadres dans l'administration aujourd'hui. Chacun a ses directeurs, chacun a ses DGA, chacun a ses inspecteurs. Comment la République marchait. Et on distribue les marchés, voilà. Comment, à tout vent, comment on veut, voilà. On a tout lu. Il faut auditer l'intendance de l'armée. Bien. Vous savez, il y a des boursiers de l'État qui sont à l'étranger, qui sont morts mais qui ne viennent plus, mais les bourses commencent continuent. Donc le colonel doit mettre fin à cette chienlit économique, entre guillemets. Mais cela ne veut pas dire que de mettre la crève sur les trousses de tout le monde. Parce que cette crève aujourd'hui a de sérieux problèmes. Parce que là-bas aussi, il y a des choses à dire. Bien, Mohamed. Il y a des choses à dire à la CREF. Merci, Mohamed. Voilà. De la CREF, il en sera question dans cette émission avant donc de clôturer parce que l'ex-premier ministre Castro Fofana est entendu aujourd'hui sur le fond au niveau de la CREF. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'armée. On en profite d'ailleurs pour souhaiter
pour souhaiter joyeux anniversaire. Voilà, Talibé, tout de même, il faut leur souhaiter. Il faut leur souhaiter joyeux anniversaire. Notre bien-aimé armée. Joyeux anniversaire à la 20e armée de Guinée. Une pensée, voilà, à mon cher homonyme, commandant Aboubakar Diallo de la BAC. C'est important. On parle de la BAC dans un court instant.